Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Update Lecture. J'ai terminé 5 romans et il était temps que je vous en parle. Le premier livre, il s'agit de Né sous une bonne étoile, écrit par Aurélie Vallogne et publié chez les éditions Mazarine. C'est devenu un petit rituel livresque pour moi de lire au moins une fois par an un roman d'Aurélie Vallogne. Précédemment, j'avais déjà lu La cerise sur le gâteau et Au petit bonheur la chance que j'avais énormément aimé. Cette année, j'ai eu l'occasion de découvrir ce roman parce que ma belle-maman me l'a prêté. Et ici, le thème central, c'est l'école. Nous suivons Gustave, un petit garçon très attachant qui a un petit côté rêveur qui ne va pas forcément faire l'unanimité auprès de ses professeurs. C'est un enfant qui a envie, qui est motivé, mais malheureusement qui a souvent l'esprit qui vagabonde ailleurs, qui n'est pas toujours hyper attentif et qui a peut-être un petit peu plus de difficultés que d'autres élèves. Du coup, il va être un petit peu pris en grippe par certaines personnes et il va vite être catalogué comme cancre, ce qui lui fait d'ailleurs beaucoup de peine parce qu'il n'a pas envie de rendre triste sa maman. Nous suivons également, mais dans une moindre mesure, sa sœur Joséphine qui pour le coup est première de la classe et que Gustave trouve profondément agaçante. Honnêtement, je suis partie avec beaucoup d'envie en commençant ce livre parce que je trouve la thématique abordée excellente. C'est vrai que le système scolaire n'est pas forcément adapté à tous les enfants, c'est difficile. On y rencontre des professeurs formidables, mais aussi des professeurs qui n'ont peut-être pas la patience nécessaire et qui ne comprennent pas forcément tous leurs enfants. Le système scolaire, on rentre dans le moule ou pas, et c'est vrai que dans ce livre, on met en avant ces enfants qui peut-être pourraient très bien s'en sortir, mais qui ont beaucoup de mal à justement rentrer dans ce fameux moule. Malheureusement, je vais le dire tout de suite, je suis ressortie assez mitigée de cette lecture. J'ai trouvé que tout allait beaucoup trop vite. D'ailleurs, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte très vite parce que ce roman, bien qu'il soit assez épais à l'œil comme ça, en réalité, il est écrit très très gros et en fait, il n'est pas très long. Et j'ai trouvé qu'Aurélie Vallogne restait très en surface. C'était presque un peu bâclé en quelque sorte et vu que ce sujet me tenait à cœur, j'ai trouvé ça extrêmement dommage. En fait, j'ai eu l'impression qu'Aurélie Vallogne voulait tellement nous imprégner de ses nombreux messages que du coup, on passait un peu à côté de l'histoire en elle-même. À force de vouloir nous faire une démonstration, ça rend un petit peu le tout stéréotypé et caricatural. L'autrice effleure d'autres sujets, la place de la femme, la séparation dans un couple, les enfants à haut potentiel pour ne citer que cela. Et franchement, ça aurait pu donner quelque chose de vraiment très très chouette. Mais Aurélie Vallogne ne va pas au bout des choses et j'ai d'ailleurs trouvé dommage qu'elle ne développe pas davantage les personnages secondaires de cette histoire qui portaient eux aussi de très belles thématiques. Bref, j'ai trouvé que ça manquait un peu de profondeur et j'ai été très déçue parce que ce roman, clairement, c'est un hommage aux élèves et aux corps enseignants qui se démènent malgré un système scolaire sclérosé. Ça aurait pu être tellement mieux. Voilà. Comme à la fin de chacun de ses romans, Aurélie Vallogne nous laisse une petite explication. Elle nous donne les raisons pour lesquelles elle a eu envie d'écrire ce livre. Même là, j'ai pas été totalement convaincue et vraiment, il m'a manqué la petite étincelle que j'avais trouvée dans les 2 précédents romans que j'avais lus. Maintenant, je m'arrête pas là-dessus et je sais que je lirai d'autres romans de cette autrice. Je vais ensuite vous parler de Fils des brumes, l'Empire ultime, le tome 1, écrit par Brandon Sanderson et publié chez Calman Levy dans leur collection Orbit. Je n'ai plus le livre avec moi parce que je l'ai déjà rendu à la médiathèque. C'est un livre que j'avais très envie de lire depuis très longtemps. Déjà parce que Cassandra de la chaîne Booktube Croque les mots en a parlé avec beaucoup d'enthousiasme et aussi parce que pour moi c'est une saga qui fait partie un petit peu des incontournables de la fantasy, même un classique de la fantasy et j'avais très envie de découvrir cette saga en plus de la plume de Brandon Sanderson parce que c'était une première pour moi. Alors par contre le résumé ça va être un peu difficile parce que c'est un univers tellement incroyable, donc là je vais un petit peu tricher et je vais vous lire rapidement la 4e de couverture. Vin ne connaît de l'Empire ultime que les brumes de Luthadel, les pluies de cendres et le regard d'acier des grands inquisiteurs. Depuis plus de 1000 ans, le Seigneur Maître gouverne les hommes par la terreur.
Seuls les nobles pratiquent l'allomancie, la précieuse magie des métaux. Mais Vin n'est pas une adolescente comme les autres, et le jour où sa route croise celle de Kelsier, le plus célèbre voleur de l'Empire, elle est entraînée dans un combat sans merci. Car Kelsier, revenu de l'enfer, nourrit un projet fou, renverser l'Empire. J'ai énormément aimé ce roman, notamment parce que nous suivons principalement les enjeux et les intrigues politiques. Ici, point de grande bataille épique, mais plutôt de la fine stratégie et de la subtile trahison. Les maîtres mots, semer le chaos, semer le trouble pour arriver à ses fins. Honnêtement, tout au long du roman, je me suis dit que c'était carrément magistral, mais en fait, quand on arrive vers les dernières pages, on se rend compte qu'on est resté tellement en surface, et quand toutes les pièces du puzzle se rassemblent, on est carrément bluffé. Et moi, j'ai trouvé ça juste incroyable de voir tout ce que l'auteur a pensé en amont, ou tout ce qu'a pensé en amont Kelsier pour arriver au résultat qu'il escomptait, et c'est juste incroyable. Vous êtes bluffé et on va de rebondissement en rebondissement. J'ai adoré tous les personnages, ils sont très charismatiques, que ce soit les personnages principaux comme Vin ou Kelsier, ou que ce soit les autres membres de la bande par exemple qui apparaissent comme des personnages plutôt secondaires. Personne n'est mis de côté et chacun a son rôle à jouer. J'ai trouvé que c'était très très bien fait et j'ai vraiment envie de faire une mention spéciale pour le personnage féminin de Vin qui est vraiment à la hauteur, et en fantasy ça fait du bien de croiser une héroïne, une femme qui est badass, qui se débrouille par elle-même, et ouais, ça fait plaisir, c'est très très frais. Finalement, le seul bémol que j'aurais à dire, et je pense que c'est surtout un souci d'édition malheureusement, j'ai trouvé que la traduction n'était pas incroyable et j'ai croisé de nombreuses coquilles, des répétitions. J'ai trouvé qu'au final, c'était pas si agréable que ça à lire, et en même temps, je peux même pas trop dire ça parce qu'en fait, il y avait des moments, des passages où effectivement, ça me faisait un peu lever les yeux au ciel en me disant mais comment ils ont pu écrire ça comme ça, et d'autres moments où c'est super bien écrit, ce qui me laisse croire qu'effectivement, Brandon Sanderson écrit très bien, mais qu'il y a eu un petit souci de traduction par endroit, et ça, ça gêne un petit peu quand même. Après, évidemment, le principal, c'est l'histoire, et l'histoire, ça a été un gros coup de cœur, vous l'aurez bien compris. J'ai extrêmement hâte de lire la suite qui est Le Puits de l'Ascension. J'espère que ce second tome de cette trilogie me fera vivre autant d'émotions. Et quand je lis ce type de livre, eh bien ça me confirme tout simplement que décidément, j'adore lire la fantasy, c'est mon genre préféré. J'ai ensuite lu La Chambre des Merveilles de Julien Sandrel, publié chez Le Livre de Poche. C'est Le Livre de Poche qui m'a très gentiment offert ce livre en service presse. J'avais très très hâte de le lire, mais je ne l'ai pas fait tout de suite, et ensuite j'ai un petit peu reculé parce que c'est un livre qui commence sur un drame. Nous rencontrons Louis, 12 ans, qui vit seul avec sa maman. Ça a l'air de bien fonctionner entre eux, même si sa maman, qui s'appelle Thelma, a énormément de travail. Elle se donne à fond dans son métier. Et Louis, des fois, se sent un petit peu délaissé. On va commencer ce roman un matin où Louis a très envie de parler à sa maman parce qu'il a un petit crush sur une jeune fille, et il a envie de lui en parler tout simplement. Sauf que Thelma, elle n'est pas vraiment disponible pour lui, elle l'écoute pas vraiment, elle est au téléphone pour le boulot alors qu'on est samedi. Bref, Louis, ça l'agace, et Louis, il va dans la rue aller un petit peu vite sur son vélo, je crois que c'est son vélo, sur son skate, pardon, sur son skate. Donc il est avec sa maman dans la rue, mais elle est un petit peu plus loin, donc au téléphone. Et en fait, il va y avoir un accident. Louis va perdre le contrôle de son skate, il va se retrouver au milieu de la route et il va se faire renverser par un camion. Il va être dans le coma. Et l'histoire véritablement commence à ce moment-là. Étant enceinte, étant maman d'un petit garçon, étant particulièrement sensible, je me suis dit ce livre va me faire plus de mal que de bien. Mais j'ai une copine qui l'a lu très peu de temps avant moi du coup, et qui m'a dit non mais vas-y, parce que finalement on se prépare psychologiquement à ce qu'il se passe ça, puisque c'est dans le résumé, je vous ai rien spoilé, et après ça va. Alors j'ai dit bon allez, tu m'as quand même convaincue, et donc dès que j'avais fini de lire Fils des brumes, j'ai attaqué celui-là. Et effectivement elle a raison, passé ce cap-là, c'est un livre qui bizarrement, mais malgré sa thématique assez sombre et douloureuse, c'est un livre qui est assez
positif et qui va véhiculer de belles valeurs. Donc je vais continuer avec mon petit résumé, hein, je vous spoil toujours rien. Thelma évidemment va être effondrée puisque son fils est dans le coma, elle ne sait pas s'il va se réveiller un jour et elle va aller dans la chambre de son petit garçon et elle va tomber sur un carnet qui s'appelle le carnet des merveilles. Elle va l'ouvrir et elle va se rendre compte que Louis a fait la liste des choses qu'il a envie de faire avant de mourir. Et Thelma, elle décide pour donner envie à son fils de se réveiller, de faire à sa place tous ces vœux qu'il a inscrits dans son carnet, de les faire, de les filmer, de lui raconter pour lui donner envie de se réveiller et de pouvoir les faire à son tour. Donc voilà, l'histoire commence comme ça et très franchement c'est un roman qui se lit extrêmement vite. Je crois que je l'ai lu en 2 fois et qui est, voilà, comme je le disais, plein de bons sentiments, plein de belles valeurs qui mettent du baume au cœur. C'est très agréable à lire parce que c'est des chapitres courts et c'est plutôt joliment écrit, hein. Julien Sandrel a une belle plume. On va avoir d'autres thématiques, hein, le fait d'être une mère célibataire. On va aussi beaucoup se pencher sur la relation mère-fille entre Thelma et sa propre maman. Et j'ai vraiment trouvé que c'était très très chouette. Maintenant, je sais que c'est un livre qui a eu un succès incroyable et ça n'a pas forcément été un coup de cœur pour moi. Ça par contre, je vais pas vous le cacher. Parce que d'un autre côté, j'ai trouvé que par moments c'était peut-être un petit peu facile, notamment au niveau des liens des personnages. Là évidemment je peux pas vous parler clairement parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais en gros des liens vont se tisser entre différents personnages et on va se dire quand même on est à Paris, et même si on n'était pas à Paris d'ailleurs, même si on était à la campagne, c'est un peu facile. Voilà, bon, pour ceux qui l'ont lu, je pense que vous comprendrez. Tout s'imbrique un peu trop naturellement et bon, après ça fait partie de ce type de roman, hein. C'est souvent comme ça. Je pense que c'est un livre qui est vraiment super pour passer, voilà, un bon moment de lecture. Maintenant, est-ce qu'il va rester marquant pour moi? Je ne pense pas, mais très franchement, je suis ravie de l'avoir découvert. J'ai ensuite lu un roman jeunesse qui est adapté pour les enfants dès 10 ans. Il s'agit de Les orphelins de métal, écrit par Padraig Kenny et publié chez Lumen Éditions. J'étais très très contente aussi de découvrir ce roman. J'avais craqué dessus pour la couverture d'une part, pour la thématique d'autre part, puisqu'on est dans un univers steampunk avec des robots et des automates. Et évidemment, j'ai craqué pour la couverture. Je ne sais pas si vous la verrez très bien avec les reflets, mais elle est vraiment très très jolie. Ici nous suivons le personnage de Christopher qui est un jeune garçon orphelin. Il travaille aux côtés d'un inventeur qui s'appelle Absalom et qui fabrique donc des automates et des robots. Christopher est ce qu'on appelle un authentique, c'est-à-dire un vrai petit garçon de chair et de sang, et ses amis sont donc des robots qui sont plutôt bien développés. Bon, certains ont des petits soucis, hein, des vis qui tombent, des têtes qui se détachent du corps, mais sinon ce sont des robots qui sont quand même très développés, qui font penser à des vrais êtres humains, à part évidemment qu'ils n'ont pas de cœur qui bat, ce qui fait la grande différence entre Christopher et eux. Un matin, il va se passer un événement très particulier qui va révéler une sombre vérité. Absalom, l'inventeur, a visiblement caché de lourds secrets à Christopher. Et sur ces entrefaits, Christopher se fait enlever. À partir de là, ses amis robots vont partir à sa recherche pour tenter de le sauver. Ce livre a été... Est-ce que je peux appeler ça une déception? Je ne sais pas. Mais je suis ressortie de cette histoire assez mitigée, je ne vais pas vous le cacher. Alors bon, la plume est assez quelconque, mais ça se lit très très bien. J'ai trouvé en fait qu'il y avait de très bonnes choses dans cette histoire, mais que peut-être l'auteur aurait pu pousser encore plus loin. J'ai trouvé... En fait, je ne sais même pas trop quoi vous dire sur ce roman. Il n'est pas mauvais, mais j'ai trouvé que l'histoire n'était pas... extraordinaire, qu'elle ne poussait pas à tourner les pages plus vite. J'ai pas trouvé ma lecture très addictive. Alors évidemment, pendant un moment, je me suis posé la question si finalement j'étais trop âgée pour lire ce genre de livre. Mais en même temps, travaillant en bibliothèque en secteur jeunesse, j'ai l'habitude de lire très régulièrement des romans pour des plus jeunes publics. Et des fois, je prends un kiff total. Là... Voilà, sans plus en fait, sans plus. J'ai pas envie de vous déconseiller cette histoire. Si elle vous intéresse, foncez.
mais moi elle m'a laissé relativement de marbre. Les personnages sont assez attachants, on avance, hein, il n'y a pas de temps mort dans cette histoire, mais voilà, les rebondissements sont attendus. J'avais bien compris très vite comment allait se conclure l'histoire. Alors sur la 4e de couverture, il précise que c'est un bel hommage au magicien d'Oz. Alors le magicien d'Oz, j'ai vu le film il y a très longtemps, donc peut-être que c'est le cas, peut-être pas. Honnêtement, moi j'ai pas vraiment fait le lien au moment de ma lecture. J'ai pas envie de vous refroidir, mais pour moi ça n'a pas été une révélation. Et pour finir, j'ai lu Mamma Maria de Serena Giuliano, publié chez les éditions du Cherche Midi. Là pour le coup ça a été un gros coup de cœur. Pourtant j'ai eu un petit peu peur au départ parce que encore une fois je me suis dit oulala, c'est un roman tout court, écrit gros, est-ce qu'on va pas rester un petit peu en surface comme ça a pu être le cas pour Né sous une bonne étoile? Et ben non, comme quoi on peut aussi faire des romans courts qui sont de très bonne qualité. Il est juste de la bonne longueur et il est vraiment génial. Alors le résumé ne dévoile vraiment pas grand chose et je trouve d'ailleurs qu'il ne rend pas justice à l'histoire, mais d'un autre côté je peux pas vraiment reprocher à l'éditeur d'avoir fait ce choix là parce que du coup on va de surprise en surprise dans ce livre. Donc bon, évidemment je vais m'en tenir à la 4e de couverture pour vous aussi parce que je pense que cette surprise est importante et que je ne veux pas vous la gâcher. Donc nous suivons Sofia, une Italienne qui s'est expatriée à Paris pendant plusieurs années. Suite à un chagrin d'amour, elle décide de retourner dans son village natal et de recommencer un peu une nouvelle vie. On va la suivre donc dans le sud de l'Italie et déjà ce livre, on peut le dire, c'est une déclaration d'amour à la côte amalfitaine que moi pour ma part je connais pas du tout puisque ma seule excursion en Italie c'était à Milan. Vraiment elle va décrire certains villages, elle vous donne juste envie de partir en Italie, hein. Ça c'est clair, ça c'est le premier bon point. Le deuxième bon point, et c'est là que je vais être obligée de rester très évasive, c'est que dans ce roman on va parler de plusieurs thématiques très actuelles. Et c'est fait avec beaucoup de finesse et avec beaucoup de cœur. Et ça m'a énormément touchée. Bon, ce sont des sujets qui m'intéressent, mais vraiment, j'ai adoré. J'ai adoré ce roman. Il est tellement beau, il est tellement doux. Il donne foi en l'humanité en quelque sorte aussi. Et puis la plume de Serena Giuliano, on en parle, franchement, elle écrit super bien. Elle arrive à faire des associations de mots pour vous créer de très jolies phrases. Vraiment, j'ai tout aimé de ce roman. Pour vous dire, je l'ai lu d'une traite. Je l'ai lu en une journée, ce qui ne m'arrive absolument jamais. Alors on est d'accord, il n'est pas très gros, mais malgré tout, pour un roman, c'est quand même extrêmement rare pour être mentionné. Nonobstant les mangas et les BD que je peux effectivement lire d'une traite, sinon ça relève quasiment de l'impossible. Mais là, je ne pouvais pas me détacher de cette histoire, il me fallait la conclusion et je n'ai pas été déçue une seule seconde. J'ai vraiment très hâte de découvrir l'autre roman de Serena Giuliano et qu'elle a écrit avant celui-ci. Et voilà, j'ai rien à dire de plus à part foncez, lisez-le. Bon, maintenant c'est plus vraiment la saison, hein. Je pense que ce livre c'est à se garder au chaud dans la bibliothèque jusqu'à l'été prochain. Mais vraiment il est trop top et je voulais encore une fois remercier Alexandra qui regarde régulièrement mes vidéos et qui m'avait fait la recommandation de ce roman. Merci beaucoup, ça a été une très belle découverte. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné envie de découvrir l'un de ces romans. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires quelles sont vos dernières lectures et celles que vous avez particulièrement aimées. Je vous souhaite de belles lectures pour la suite et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!